Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Issal Academy Online, cette fois intitulée Angine de poitrine, nouvellement appelée syndrome coronarien chronique. Nous allons commencer par un rappel histologique et anatomopathologique. Ensuite, nous allons définir l'angine de poitrine, expliquer les facteurs de risque impliqués, ainsi que la physiopathologie. Enfin, nous verrons comment faire le diagnostic clinique. La paroi cardiaque est composée de trois tuniques, l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Ce dernier se divise en péricarde viscéral, l'épicarde et le péricarde pariétal. La couche la plus interne du myocarde est appelée myocarde sous-endocardique. Les artères coronaires circulent au sein de l'épicarde et vascularisent le myocarde en lui adressant des branches dites perforantes, qui se distribuent en un réseau d'artères myocardiques terminales. C'est pour cela qu'on peut dire que le sous-endocarde est le moins vascularisé et ainsi plus susceptible à l'ischémie s'il y a une obstruction des coronaires. La maladie coronarienne ou coronaropathie ou insuffisance coronarienne est une maladie des artères coronaires ayant pour conséquence une ischémie myocardique. On distingue classiquement l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde, selon qu'il existe une souffrance cellulaire ou une nécrose des cellules myocardiques. L'athérosclérose est la principale cause de ces pathologies. Elle débute tôt dans la vie, mais reste silencieuse durant des années. Elle commence par se former pour donner une plaque athéromateuse stable, formée d'une chape fibreuse, centrée d'un corps lipidique. Cette plaque résulte cliniquement en un angor stable. Vu qu'elle est forte, l'occlusion coronaire de la plaque va limiter l'apport de l'oxygène vers le muscle cardiaque, et cela entraînera une ischémie traduite en douleur. Au fil des années, et sous l'effet de plusieurs facteurs de risque qu'on va mentionner, la plaque peut se rompre à cause d'une fissuration ou ulcération. Dans ce cas, l'endothélium est exposé et perd ses propriétés antithrombotiques, résultant de l'agrégation des plaquettes. Ensuite, le processus de coagulation s'effectuera et la thrombose se produira. Les plaquettes sécrètent des produits vasoactifs, tels que la thromboxane A2, qui crée une vasoconstriction des artères. C'est ce qu'on appelle une plaque instable ou dynamique à cause des propriétés vasospastiques de ces produits. Elle obstrue l'artère coronaire en cause. Il limite l'apport de l'oxygène, ischémie myocardique, même pendant le repos. Elle se traduit en un angor instable survenant au repos. Si l'ischémie est complète et se prolonge de plus de 20 minutes, le myocarde évolue vers la nécrose, de l'endocarde vers l'épicarde, puis, comme on l'a dit, l'endocarde est le moins vascularisé. C'est l'infarctus myocardique. Si la plaque dynamique n'obstrue pas totalement la lumière du vaisseau, on parle d'infarctus myocardique sous-endocardique. Si l'occlusion est totale, on parle d'IDM transmural puisque toute la paroi ventriculaire est atteinte. L'angine instable et les infarctus de myocarde sont regroupés sous le nom du syndrome coronarien aigu, qui est le sujet d'un autre cours. L'angine de poitrine, syndrome coronarien chronique, comme on vient de le dire, est l'expression clinique d'une ischémie myocardique sous forme de douleur, aussi nommée angor. Maintenant, parlons des facteurs de risque de l'étiologie principale, l'athérosclérose. D'abord, il faut savoir que l'athérosclérose est déclenchée par une inflammation locale dans l'intima des vaisseaux coronaires. La dyslipidémie est parmi les facteurs favorisant cette inflammation. En plus, les LDL et par la suite le cholestérol constituent principalement le corps lipidique des plaques. Les HDL, par contre, sont responsables du transport du cholestérol vers le foie, où il pourra être éliminé. Cette fonction permet d'éviter son accumulation dans les coronaires. C'est pour cela que les HDL sont qualifiés de bon cholestérol par rapport aux LDL qui sont appelés mauvais cholestérol. L'hypertension contribue à l'aggravation de l'athérosclérose par les contraintes mécaniques, force de cisaillement, qu'elles exercent sur la paroi endothéliale, ce qui va l'endommager et la rendre plus perméable aux LDL. Le tabac participe à l'endommagement de la paroi vasculaire, à l'agrégation des plaquettes et la formation de thromboses. La fluctuation de glucose dans le sang contribue également à l'endommagement de la paroi artérielle et rend les LDL plus susceptibles à infiltrer l'intima. En plus, ils pourront se transformer en lipides, contribuant à la formation du corps lipidique de la plaque. L'obésité accélère l'athérosclérose par plusieurs mécanismes comme l'augmentation de la pression artérielle et du taux de glucose, ainsi que la dyslipidémie.
Pendant le stress, il existe une libération d'adrénaline, ce qui va augmenter la pression artérielle, effet mécanique, et la fréquence cardiaque. Sans oublier les molécules de stress libérées qui bouleverseront le métabolisme glucidique et lipidique. La sédentarité et les facteurs génétiques de cardiopathie ischémique contribuent aussi à l'ischémie. L'obésité, l'augmentation du taux du triglycéride et la diminution du taux des HDL, le bon cholestérol, ainsi que le diabète et l'HTA, se rassemblent dans le syndrome métabolique. Il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres étiologies donnant une angine de poitrine, comme les lésions non athéromateuses des coronaires et les angores à coronaires normales, telles que les spasmes coronaires et les valvulopathies. Expliquons maintenant la physiopathologie. Comme on le sait, l'ischémie est due à un déséquilibre entre l'apport et les besoins en oxygène, et la consommation myocardique en oxygène dépend de la fréquence cardiaque. Cela s'explique par l'effort fourni par le cœur à chaque contraction. Par exemple, 140 battements par minute nécessitent plus d'oxygène que 70 battements par minute. Et si l'artère est occluse, le cœur ne pourra pas s'en procurer, et cela engendrera une ischémie. La contractilité ou inotropisme, c'est-à-dire la force de contraction intrinsèque du myocarde en réponse à un potentiel d'action. La consommation en oxygène augmente de façon proportionnelle avec la contractilité. Le troisième facteur influençant la consommation myocardique en O2 est la tension pariétale, c'est-à-dire la force appliquée sur la paroi ventriculaire à la fin de la diastole. Elle renvoie à la notion de précharge, qui correspond au volume télédiastolique du ventricule, augmenté par le retour veineux. Plus le volume télédiastolique est grand, plus la tension sur la paroi ventriculaire est augmentée, et mieux les fibres myocardiques sont étirées. Enfin, plus les fibres myocardiques sont étirées, mieux elles se contractent, car l'étirement des fibres optimise l'alignement des ponts actine-myosine et donc favorise une contractilité optimale avec un grand volume d'éjection systolique. Tout cela est représenté dans la courbe de Frank-Starling. Comme vous le voyez, le volume d'éjection systolique augmente proportionnellement avec l'augmentation du volume télédiastolique. Maintenant, parlons des apports en oxygène. Ils dépendent du débit coronaire qui est lié à la taille des vaisseaux. Plus le vaisseau est dilaté, mieux est le débit. Et ils dépendent aussi de la distribution du flux coronaire entre l'épicarde et l'endocarde. Comme on a vu dans le rappel, la partie sous-épicardique du myocarde est plus vascularisée que la partie sous-endocardique, qui est plus susceptible à l'ischémie. Il est important d'ajouter qu'il existe une ischémie myocardique secondaire qui résulte d'un manque d'oxygène pendant l'effort, et une ischémie primaire qui survient au repos par spasme coronaire. Ce spasme peut être dû à un déséquilibre neurovégétatif, qui est un trouble de la transmission de l'influx nerveux végétatif, et dans notre cas, les composantes constrictives sont prédominantes. Une autre raison des spasmes est un déséquilibre métabolique, tel que l'hypoxie sévère qui se retentira sur le myocarde. Ou, comme on l'a expliqué dans le rappel de l'athérosclérose, au sein de la plaque, les plaquettes vont sécréter la thromboxane A2, qui donnera une vasoconstriction même pendant le repos. On aura comme conséquence des conséquences métaboliques comme la production de lactate vu le manque d'oxygène, hémodynamiques comme l'hypoperfusion des couches sous-endocardiques et l'altération de la fonction diastolique par gêne à la relaxation. Et quand c'est grave, la fonction systolique sera touchée. Et aussi des conséquences cliniques et électrocardiographiques qu'on détaillera tout de suite. La douleur angineuse est de durée brève, déclenchée essentiellement par l'effort et qui cède par le repos et en moins de 1 minute par la trinitrine. Elle est de type constriction, sensation d'étau, et parfois blocage respiratoire, bloc-pnée d'effort. Elle est de siège médian rétrosternal, d'irradiation en barre, bilatérale et symétrique, vers les épaules, les deux bras, le bord interne des avant-bras, les poignets ou le maxillaire inférieur. Parfois, elle est de siège épigastrique dorsal. La douleur survient après l'effort comme la marche rapide et la marche contre le vent, en raison des efforts fournis par le corps. Le froid entraîne une vasoconstriction des artérioles,
afin de conserver la température. Et cela signifie que les résistances périphériques sont augmentées. Et le cœur fournira plus d'efforts pour pomper contre cette résistance. Après un repas, les vaisseaux sanguins sont particulièrement dilatés afin de favoriser le travail d'assimilation des aliments par l'appareil digestif. Donc le flux sanguin sera majoritairement dirigé vers le système digestif et la pression va chuter au niveau des ostiomes coronaires, diminuant ainsi le flux sanguin dans les coronaires. Pendant l'émotion, comme pendant le stress, le corps libère l'adrénaline qui augmentera la pression sanguine et la fréquence cardiaque, augmentant ainsi l'effort du cœur. Et c'est pour la même raison que la douleur survient après les rapports sexuels. Parmi les symptômes, il y a la dyspnée, qui, classifiée selon NYHA, New York Heart Association, en 4 classes. Classe 1, absence d'angor pour une activité physique habituelle. Classe 2, angor pour activité physique habituelle. Classe 3, angor pour une activité physique inférieure à l'activité physique habituelle. Classe 4, angor au moindre effort physique ou au repos. L'examen clinique est souvent normal en dehors de la crise. Il peut cependant montrer une tachycardie ou une poussée tensionnelle. Parfois, l'ischémie est assez importante qu'elle touche le muscle papillaire ou pilier, qui attache les valves à la paroi cardiaque via les cordages. Quand cela arrive, un souffle B3 ou B4 pourra survenir. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des examens complémentaires, tels que l'ECG, l'épreuve d'effort, l'échocardiographie et la coronographie, et nous expliquerons le traitement. Merci pour votre attention. J'espère que ce cours vous a été utile. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!